Antenne 2, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir, actualité oblige, il faut nous comprendre, nous prenons un peu d'avance sur l'horaire ce soir pour vous permettre de suivre à 20h10 très exactement le match de football URSS-Irlande. Match important qui devrait permettre à l'une des deux équipes de se qualifier pour les demi-finales tant enviées de l'Eurofoot 88. Cet après-midi à Düsseldorf, premier résultat, la Hollande a battu l'Angleterre 3-1. Réussite complète du lancement de la première fusée Ariane 4. Les 3 satellites ont été largués normalement. Un succès plein de promesses pour le nouveau lanceur européen. Un groupe centriste à l'Assemblée nationale s'est confirmé, mais les parlementaires UDF restants refusent la création d'un intergroupe avec leurs collègues du CDS. Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, reçus conjointement par Michel Rocard, rencontres constructives, ont estimé les deux protagonistes du problème calédonien. Il succède à Jean Le Poulain, Antoine Vitesse, nouvel administrateur de la Comédie Française. Il est remplacé au Théâtre National de Chaillot par Jérôme Savary. Angleterre-Pays-Bas, c'est incontestablement, c'était l'une des affiches de l'Eurofoot 88. C'était surtout un match à haut risque cet après-midi sur le terrain de Düsseldorf en Allemagne. La ville de Düsseldorf était pratiquement en état de siège depuis 24 heures. Il faut dire que dès hier soir, les hooligans avaient semé panique et violence. Bilan, 3 blessés chez les policiers et 130 arrestations. Aujourd'hui, Alain Vernon, on respire. Le sport a enfin repris le dessus. Voyons cela en images. Oui, en réalité, tout commence hier soir, il est 21h à la gare de Düsseldorf, lorsque 300 hooligans anglais s'attaquent à 200 supporters allemands de retour de Gelsenkirchen. Vitres brisées, voitures endommagées, la police met 5 heures pour rétablir l'ordre et procéder à une centaine d'interpellations. Mais cet après-midi, avec 2500 policiers allemands pour séparer les supporters des deux camps, il n'y a pas eu d'incident en ville. Et au stade de Düsseldorf, séparation totale. 40 000 Hollandais d'un côté, 10 000 Britanniques de l'autre. Et puis, il y a eu la victoire des Pays-Bas pour anéantir les espoirs anglais. À 2 minutes de la mi-temps, un crochet de Van Basten face à Shilton et la Hollande mène 1-0. L'Angleterre, qui a trouvé les poteaux plusieurs fois sur sa route en première mi-temps, va pourtant égaliser en deuxième mi-temps grâce à son capitaine, Brian Robson. Mais Van Basten, l'attaquant de l'AC Milan, va réussir l'exploit. 3 buts au total dans ce match. Le deuxième, servi par son coéquipier Gullit, Van Basten tire croisé 2-1 pour la Hollande. Van Basten, l'ancien d'Ajax, ajoute un 3e but. Et certains milieux politiques anglais n'auront plus à réclamer le retour prématuré de l'Angleterre dans ce championnat d'Europe après les incidents de Düsseldorf. L'Angleterre est éliminée de ce 8e championnat d'Europe des nations. Défaite consommée, donc vous l'avez compris, pour l'Angleterre. À Kourou, nouveau succès d'Ariane. Succès d'autant plus important qu'il s'agissait du tir d'Ariane 4, la fusée qui porte, vous le savez, tous les espoirs de l'Europe spatiale jusqu'à l'an 2000. Ariane 4 a mis en orbite 3 satellites, dont un américain. Un succès qui permet à l'Europe de voir l'avenir avec un réel optimisme. Patrick Esther. 13h19, sur le pas de tir numéro 2 de Kourou, Ariane est prête à voler. Un tout petit retard de 6 minutes, juste histoire de se faire un peu désirer. Et puis dans le nouveau centre de lancement, une tension extrême. Mais la confiance règne parmi les techniciens d'Ariane Espace chargés de procéder au tir. Attention pour décoller. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Allumage. Décollage. Les 4 boosters se sont allumés au millième de seconde prévu sur la table de lancement. Ce sont eux qui arrachent les 417 tonnes de cette nouvelle fusée. Séparation des propulseurs d'appoint, séparation des étages, trajectoire, allumage des moteurs, largage de la coiffe, largage des 3 satellites. À l'issue des 26 minutes de vol, un sans faute. Pour Frédéric Dallès, le président d'Ariane Espace, ce premier vol, c'est une démonstration extraordinaire, une garantie en béton pour la suite du programme spatial européen. 20 Ariane 4 étaient déjà en fabrication. Il n'y a plus l'ombre d'un doute ce soir, 50 autres seront commandés prochainement. Avec ce vol, l'Europe peut légitimement prétendre conserver 50% du marché des lancements de satellites commerciaux.
Pour l'Agence spatiale européenne et pour le CNES, chargé du développement du programme, ce vol, c'est la porte ouverte sur l'avenir de la conquête spatiale. Pour eux, cette Ariane 4, c'est déjà du passé. L'avenir, c'est cela. C'est Kourou dans 10 ans, avec pré-au-décollage cette fois, Ariane 5. Et en haut, à la place des 3 satellites d'aujourd'hui, 3 hommes, 3 Européens à bord de l'avion spatial Hermès. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est devenu à la portée de l'Europe grâce à ce vol, ce premier vol d'Ariane 4. Sans doute la rupture entre le Vatican et la communauté des cônes. On en parlait déjà depuis quelques semaines. Monseigneur Lefebvre a annoncé cet après-midi qu'il allait ordonner prochainement 4 évêques. Une décision qui va sans doute consommer, c'est le cas de le dire, la rupture avec le Vatican. Commentaire de notre envoyé spécial, Jean-Claude Darigo. 15h30, Monseigneur Lefebvre, le leader des traditionalistes, entre d'un pas ferme dans la salle de conférence du séminaire des Cônes. Il a à ses côtés le supérieur général de sa fraternité et le supérieur du séminaire. Les journalistes sont venus du monde entier, mais tout spécialement de France, de Suisse, de Grande-Bretagne et d'Allemagne. L'atmosphère est tendue et les propos du prélat ne peuvent laisser la place à aucun doute. Il ordonnera 4 évêques le 30 juin prochain et se moque complètement des sanctions qui seront prises contre lui. Alors, nous sommes excommuniés par des modernistes, par des gens qui ont été condamnés par les papes précédents. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Nous sommes condamnés par des gens qui sont condamnés, parce que c'est des gens qui devraient être excommuniés publiquement. Alors, ça nous est indifférent, ça n'a pas de valeur, évidemment. Déclaration de schisme. Schisme avec quoi? Schisme avec le pape successeur de Pierre? Non. Schisme avec le pape moderniste? Oui. Schisme avec les idées que le pape répand partout, les idées de la Révolution, les idées modernes, oui, nous sommes alors en schisme avec cela, nous n'acceptons pas, bien sûr. Conclusion. Eh bien, ici, à Écho, nous avons assisté aujourd'hui à une déclaration de schisme, à une cassure définitive à l'intérieur de l'Église catholique. Désormais, la situation est claire. Monseigneur Lefebvre est le chef d'une Église parallèle. La politique à présent, c'est officiel. Depuis cet après-midi, Pierre Méhaignerie, le président du groupe CDS, a annoncé la création d'un groupe centriste. Son nom, l'Union du Centre. Il sera créé dans la prochaine Assemblée nationale. Monsieur Méhaignerie précise qu'il a déjà recueilli plus de 40 signatures et que son groupe ne sera pas une force d'appoint pour le Parti socialiste. Réflexion au micro de Véronique Saint-Olive. Je suis et le CDS est dans l'UDF. Je suis et le CDS est dans l'URC. Je suis et le CDS est dans l'opposition. Nous ne sommes pas et nous ne serons pas une force d'appoint pour le Parti socialiste. Quoi de plus normal que l'expression d'un courant de pensée important à travers un groupe parlementaire? C'est le cas au Sénat, ce sera désormais le cas à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. Les Français viennent de voter pour le centre. Ils ont besoin maintenant d'en identifier clairement à l'Assemblée les hommes et les femmes. Le groupe Union du Centre le permettra. Vous l'avez compris, depuis quelques jours, la création d'un groupe centriste autonome inquiétait visiblement certains responsables de l'UDF. Beaucoup voyaient là un nouveau motif de division. Cet après-midi, devant le groupe UDF à l'Assemblée, Pierre Méhaignerie avait rappelé qu'il se situait résolument dans l'opposition, totalement dans l'opposition. Une déclaration qui n'a pas convaincu tout le monde, visiblement. Olivier Lerner, Daniel Brem. Lorsque Pierre Méhaignerie fait son entrée dans cette salle, au deuxième sous-sol de l'Assemblée nationale, il sait qu'il participe pour la dernière fois à une réunion du groupe parlementaire de l'UDF. Atmosphère glaciale, Jean-Claude Gaudin déplore la rupture, il est applaudi. Pierre Méhaignerie s'explique. Dans un silence de plomb, 10 minutes se sont écoulées, il s'en va. Entouré seulement de quelques-uns de ses amis, une page de l'histoire de l'UDF est tournée. Je crois que c'est surtout quelque chose que les électeurs qui ont voté pour nous auront du mal à comprendre. Ces électeurs qui sont venus de la base, on leur expliquait que c'était perdu, qu'on n'avait aucune chance d'avoir beaucoup d'élus, et qui nous ont donné
pratiquement autant d'élus que la majorité présidentielle. Ils ont voté dans un remarquable esprit d'union. Et je crois que pour eux, c'est difficile de comprendre qu'au lendemain de l'union, il y ait un acte de division, quel qu'il soit. C'est là qu'est mon regret. Le CDS a beau jurer ses grands dieux que l'autonomie ne signifie pas la désunion et qu'en matière d'opposition à François Mitterrand, il est prêt à faire ses preuves, il n'a pas encore tout à fait convaincu. Il y a quelque chose de très clair. Tout le monde vient d'être élu sur le sigle de l'Union, du Rassemblement et du Centre. Cela veut dire que nous avons été élus à la fois par l'UDF et par le Rassemblement pour la République et que nous avons rassemblé des suffrages de Françaises et de Français qui même n'appartenaient pas à ces formations. Ça nous donne des devoirs. Le devoir, c'est que les Français qui ont voté pour nous veulent que nous soyons dans l'opposition et que nous ne servions pas de courroie de transmission du Parti socialiste. Nous ne sommes pas la roue de secours du Parti socialiste. Reste l'inconnu Raymond Barre. Un Raymond Barre étrangement absent cet après-midi au cours de la réunion des parlementaires de l'UDF, mais dont ses proches affirment qu'il rejoindra le groupe de Pierre Méhaignerie. L'UDC-UDF, c'est son nom, sera constitué avant lundi soir. Alors question, que va devenir l'UDF? Hier, certains affirmaient que la Confédération était menacée d'éclatement. Aujourd'hui, on observe le puzzle sans savoir pourquoi ou comment recoller les morceaux. Roland Sicard, Pascal Guimier. L'UDF est né il y a 10 ans et quelques mois. À l'origine, un simple cartel électoral créé en vue des législatives de 78 par Valéry Giscard d'Estaing. Un objectif alors, faire pièce au RPR, à l'époque très critique à l'égard du président de la République. Mais si le mouvement gaulliste est tout d'un bloc derrière Jacques Chirac, l'UDF, elle, ne parviendra jamais à fondre dans un même moule les partis qui la composent. Côte à côte, des radicaux hostiles à l'union de la gauche, des républicains indépendants giscardiens, et puis les réformateurs, apôtres du libéralisme. Au total, 6 composantes rassemblées pour un premier succès, près de 22% des voix en 78, à peine un point de moins que le RPR. L'UDF a fait ses preuves, elle résistera même à la tourmente de 1981. Mais des personnalités rivales se sont affirmées. François Léotard, Raymond Barre, sans parler de Valéry Giscard d'Estaing, qui entend bien revenir sur le devant de la scène. Lutte plus ou moins feutrée, tous voient dans l'UDF un tremplin pour la conquête ou bien la reconquête du pouvoir. C'est finalement Pierre Méhaignerie qui les mettra d'accord. Le 4e mousquetaire a franchi le pas. Ce matin même, le centre va donc voler de ses propres ailes. Entre PR et RPR, fédéré autour du CDS, un groupe centriste autonome. Raymond Barre, dit-on, n'y trouve rien à redire. La recomposition du paysage politique à droite de l'échiquier passe également par l'effacement entre guillemets de certains ténors. On a appris aujourd'hui que Jacques Toubon démissionnait de son poste de secrétaire général du RPR. Monsieur Toubon qui précise que cette décision à l'aval de Jacques Chirac était secrétaire général du mouvement gaulliste depuis novembre 84. Laurent Boussier. Il a lancé un second défi qui est un défi aux électeurs. Réaction à l'allocution du président de la République. C'était ce matin au siège du RPR et c'était vraisemblablement une des dernières interventions de Jacques Toubon comme secrétaire général du mouvement gaulliste. Officiellement, c'est pour se consacrer pleinement à ses fonctions de maire et de député du 13e arrondissement de Paris qu'il démissionne d'un poste qu'il occupait depuis le 18 novembre 1984, date où il avait succédé à Bernard Pons. Depuis quelques mois, la chaleur de ses rapports avec Charles Pasqua et même avec Jacques Chirac s'était singulièrement refroidie. Pour cet énarque de 47 ans qui avait inauguré son mandat en demandant aux militants de retrousser leurs manches et de mouiller leurs chemises, le couperet est tombé ce matin après un long aparté avec Jacques Chirac. Du choix de son successeur dépend la réorganisation d'un parti qui, après avoir perdu Matignon le 8 mai, a été le principal perdant des élections législatives de dimanche dernier. Voilà, Jacques Toubon s'en va en lançant un appel pressant à l'union avec l'UDF. Ce matin, dans les colonnes de notre confrère Le Figaro, Édouard Balladur proposait l'union RPR-UDF pour les premiers mois de l'année prochaine, en 1989. Bref, la recomposition est en marche à droite, mais les rapports de force ont changé. C'est indéniable, Paul Amar. La droite elle-même est en train de changer. L'UDC, l'UDF, le RPR, l'URC. L'opposition est désormais très riche en sigles. Giscard, Chirac, Barre, Léotard, Veil et aujourd'hui Méhaignerie, elle est aussi très riche en personnalité. Mais cette richesse la dessert aujourd'hui, elle doit singulièrement perturber l'électeur de droite qui ne doit plus rien comprendre. Qu'avait-il entendu au lendemain de l'élection présidentielle? Que l'échec
à cette élection était due en grande partie à la présence de 2 candidats au premier tour, qu'il fallait l'union au sommet comme à la base pour reconquérir le pouvoir, union aussitôt réalisée, baptisée URC et payante, enfin presque payante aux élections législatives. Mais cette union a duré ce que dure une élection, 2 petits tours, et puis s'en fut. En guise d'union, en effet, 3 partis vont désormais cohabiter au sein de la nouvelle opposition, le RPR, dirigé par Jacques Chirac, l'UDF, que Valéry Giscard d'Estaing s'apprête à reconquérir, et enfin l'Union du Centre, l'UDC, qui s'offrira sous peu à Raymond Barre. Cet éclatement est dû en partie à une rivalité entre 2 hommes, Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre, mais en partie seulement. Il y a une autre raison, plus profonde, liée à l'ère du temps et à l'humeur du peuple. Les Français souhaitent aujourd'hui une coopération entre les hommes politiques, entre les adversaires politiques, pour résoudre des problèmes aussi aigus que le chômage, par exemple. Un souhait compris par la classe politique, elle l'a dit dimanche soir, au 2e tour de l'élection législative, mais les hommes politiques sont encore prisonniers de leurs réflexes, de leur électorat et surtout de la campagne électorale. C'est la raison pour laquelle il leur est difficile aujourd'hui d'exaucer ce vœu des Français, de passer à l'acte en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle Pierre Méhaignerie affirme vouloir rester dans l'opposition à François Mitterrand. Mais cette opposition sera, on peut le prévoir d'ores et déjà, constructive en été. Si constructive qu'elle pourrait déboucher à l'automne sur la réalisation d'un édifice New Look sous la Ve République, un édifice aux couleurs socialistes et aux couleurs centristes. Résistera-t-il alors aux intempéries inévitables et aux assauts des autres partis qui enverront sans doute leur bulldozer? Tout dépendra de la solidité des fondations. Merci Paul. Du côté de la majorité présidentielle, on vient d'apprendre que Laurent Fabius a été désigné à l'unanimité aujourd'hui par le bureau exécutif du Parti socialiste pour être le candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà tout ce que l'on peut dire ce soir pour la politique. Nouvelle-Calédonie, le dialogue commence sans doute à Paris. On a appris tout à l'heure que Michel Rocard avait reçu ensemble, c'est important, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, respectivement leaders du FLNKS et des anti-indépendantistes. L'hôtel Matignon précise qu'au cours de la rencontre, un cadre de discussion en 4 points susceptible d'aboutir à un accord global a été élaboré. Autre certitude, le rapport de la mission du dialogue est depuis quelques heures sur le bureau du Premier ministre. Dominique Thiers. Seul à entrer par la grande porte, le préfet Christian Blanc, chargé de la coordination de la mission calédonienne. Il venait déposer le rapport, le constat des 3 semaines passées sur le territoire avec les 5 autres membres de la mission. Discrétion totale, Christian Blanc reste quasiment silencieux. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, que je ne puisse faire aucun commentaire sur le rapport que je vais remettre à monsieur le Premier ministre. Non. Puis c'est l'attente. La journée des rumeurs finalement confirmée. Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur se sont bien rencontrés à l'hôtel Matignon, mais loin des regards des journalistes, l'entretien a duré 3 heures. En milieu d'après-midi, départ furtif de Jean-Marie Djibaou. Jacques Lafleur, lui, est sans doute dans ce véhicule, mais il se couche sur la banquette arrière pour ne pas être vu. Communiqué laconique des services du Premier ministre à l'issue de la rencontre, un cadre global a été élaboré. Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur ont 15 jours devant eux pour plancher sur les 4 grands axes proposés par Christian Blanc. Le découpage de l'île en 2 ou 3 provinces. Les pouvoirs de ces provinces placés directement ou non sous la tutelle de Paris. Le plan de développement économique et social du territoire, ainsi que les conditions exactes d'un scrutin d'autodétermination. La reprise des relations diplomatiques entre la France et l'Iran. Après 11 mois de rupture, Paris et Téhéran ont décidé de rétablir des relations diplomatiques à partir de demain. Cette décision, annoncée par le ministère des Affaires étrangères à Paris, met fin à une période tumultueuse, marquée, vous le savez, par la guerre des ambassades et la libération des otages français détenus au Liban. Jérôme Bonny. Cet homme est le détonateur de la crise Paris-Téhéran. Waïd Gorgi, soi-disant interprète à l'ambassade iranienne, mais dont le rôle exact est toujours resté dans l'ombre. En juin 87, il refuse de se rendre à une convocation du juge dans le cadre de l'enquête sur les attentats meurtriers de septembre 86 à Paris. Résultat, le 17 juillet, c'est la rupture des relations diplomatiques avec l'Iran et le début d'une guerre des ambassades qui va durer 5 mois. 29 novembre, coup de théâtre. Waïd Gorgi se rend enfin à la convocation du juge Boulouk. Quelques instants plus tard, il s'envole vers la liberté. La situation se débloque, mais ce n'est qu'avec la libération des otages français, le 5 mai dernier, que le rapprochement devient possible. Dès lors que la détention de nos otages au Liban a pris fin, le rétablissement de relations normales
entre la France et l'Iran peut être envisagée. 2 semaines plus tard, à l'issue de son premier Conseil des ministres, Michel Rocard affirme: la parole de la France sera tenue. Suivent des tractations très serrées à Genève entre Christian Graeff pour la France et Ali Ahani, représentant l'Iran, pour aboutir finalement à des résultats considérés comme satisfaisants. Alors après les grands moments de tension que nous avons connus, Pierre Serra, est-ce qu'on peut vraiment parler ce soir de réconciliation entre l'Iran et la France? Écoutez, officiellement oui. Simplement, il faut rappeler que la France, dans ces circonstances, tient ses engagements, quels que soient les changements politiques qui interviennent dans sa vie politique, justement. Et c'est important sur le plan international. Du côté iranien, il faut savoir que l'Iran est une puissance régionale, pas négligeable du tout, et que par ce biais, par le biais de ce renouement, en quelque sorte, eh bien, il retrouve un début de réhabilitation et dans les circonstances, dans les conditions dans lesquelles il se trouve sur le plan militaire, économique, financier, c'est très important pour lui. Alors il faut rappeler aussi que c'est à partir du moment où les otages ont été libérés, on vient de le dire, que les choses ont pu être possibles. Reste que, sur le plan bilatéral, entre Paris et Téhéran, reste un contentieux. Il n'y a rien de mieux que la voie diplomatique pour l'apurer. Et puis il reste aussi que Paris affirme qu'on ne changera pas notre politique au Proche-Orient, et notamment vis-à-vis de l'Irak, qui est l'ennemi de l'Iran, vous le savez. Alors là, à partir de là, on peut dire ce soir que s'il y a des prémices de réconciliation évidentes, eh bien la réconciliation reste encore à construire et que ce sera long. Merci Pierre. Les télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous jetterons un petit coup d'œil sur la hausse des prix. Nous disposons de quelques indications avant l'heure. Dans ces boîtes d'ananas, 175 kilos de cocaïne ont été saisis à Paris. La marchandise estimée à 70 millions de francs était stockée dans le 18e arrondissement par une société colombienne. C'est l'une des plus importantes saisies réalisées en France. 4 trafiquants colombiens ont été arrêtés. À Saint-Nazaire, nouvel arrêt de travail au chantier de l'Atlantique. Près de 3000 salariés ont débrayé aujourd'hui pour protester contre 200 suppressions d'emplois. Un projet de la direction qui sera soumis vendredi au comité d'établissement. Nouvel accident militaire en RFA. Un fantôme des forces aériennes ouest-allemandes s'écrase à 40 km de Münster. Le pilote et le copilote ont été tués. On ignore pour l'instant les circonstances de l'accident. Le Parlement arménien vote pour le rattachement à l'Arménie du Nagorno-Karabakh, actuellement rattaché à l'Azerbaïdjan. Un transfert de souveraineté que devrait refuser le Parlement azerbaïdjanais qui se réunit vendredi. Moscou pourrait arbitrer cette querelle nationaliste. Sans doute une nouvelle hausse des prix en mai 88, après le plus 0,5% du mois d'avril. On croit savoir que le chiffre du mois de mai sera de l'ordre de plus 0,3%. S'il en était ainsi, ce serait le signe d'une certaine accalmie, Philippe Sassier. Mais n'anticipons pas. Non, on aura probablement la confirmation de ce 0,3 demain. Certains pensent même que ça pourrait être 0,2%. En tout cas, ce serait un chiffre satisfaisant. Pourquoi? En mai, il y a eu des reliquats de hausse en ce qui concerne les services médicaux et les tabacs, les honoraires médicaux et les tabacs, mais les services teinturerie, garage notamment, paraissent se calmer et l'écart entre l'indice général des prix et cet indice des services qui était très fort en 85, 86 et encore 87 est en train de se réduire. Bref, nous commençons à rentrer à nouveau dans la normale, c'est bien, et pour l'instant, on ne craint pas, on ne craint plus comme on pouvait le faire il y a encore quelques semaines, on ne craint plus un dérapage des prix. Oui, puis il y a la croissance, Philippe, qui reste très forte, ça c'est bon, on va avoir un bon cru 88 sans doute. Écoutez, là aussi, il y a certaines surprises, un indicateur comme celui du BIP, le Bureau d'information et de prévision économique, estime que pour cette année, on pourrait connaître une croissance économique de l'ordre de 2,4 à 2,5%. Alors c'est vrai que depuis un an, l'économie française se porte mieux que ce que certains pensaient. L'inflation, on vient de le voir, reste très maintenue. La rentabilité des entreprises est restaurée et l'investissement est en net progrès. Il y a donc une éclaircie, c'est vrai, mais enfin, il ne faut pas oublier nos 2 points sombres qui restent là toujours extrêmement menaçants. D'abord, l'emploi. L'horizon là est toujours bouché, il y a peu de scénarios qui laissent envisager des créations d'emplois. Deuxièmement, il y a les mauvais résultats du commerce extérieur que le français consomme ou bien qu'il investisse, il importe toujours. Cela signifie que quel que soit le futur gouvernement, quelles que soient les futures alliances politiques, eh bien, il ne faut pas s'attendre à de grands bouleversements en matière d'économie. Merci Philippe. 42 ans après, la justice se penche à nouveau sur un procès qui a fait beaucoup de bruit en 1947 dans le département de l'Indre, dans le centre de la France. Cette année-là,
2 jeunes chasseurs étaient condamnés à 15 ans de travaux forcés pour le meurtre d'un garde-chasse. Libérés au bout de 8 ans, les 2 hommes n'ont jamais cessé de clamer leur innocence. Aujourd'hui, on attendait la décision de la Cour de cassation. Reportage Pascal Deschamps et Patrick Gabet pour les images. La dernière fois que Miss et Thiénot sont entrés dans un tribunal, ils en ont pris pour 15 ans. Cette fois, ils voulaient que justice leur soit vraiment rendue. Monsieur Miss, comment vous vous sentez là? Bien. Je me sens un peu... Bien sûr, c'est normal, mais j'ai soif. L'espoir que la Cour de cassation tirerait enfin au clair les circonstances de la mort de Louis Boitard. Le 29 décembre 1946, Miss et Thiénot étaient accusés du meurtre d'un garde-chasse. 8 jours d'interrogatoire musclé, des aveux signés, pas besoin de chercher le vrai coupable, et c'est là que la vie bascule. C'est ici que tout a commencé, mais c'est ici aussi que notre vie s'est terminée. C'est ici qu'on nous a brisés à jamais, vous savez. Ça m'est arrivé que des gens m'ont dit faudrait oublier tout ça, mais c'est pas possible d'oublier une chose pareille. C'est une chose qu'on n'oubliera jamais, jusqu'à la mort. On ne peut pas oublier. Bon. Pour les habitants de Mézières qui ont fait le voyage à Paris avec eux, leur innocence ne fait aucun doute. Mais pour les magistrats de la Cour de cassation, c'est autre chose. Malgré 42 ans de lutte, ils n'ont pas accepté de désavouer la justice de l'époque. À la sortie, Raymond Miss et Gabriel Thiénot y croyaient pourtant. Nous espérons qu'une chose, qu'on nous rende justice. Et nous avons une ferme confiance dans les plus hauts magistrats de notre pays. Je pense qu'ils vont nous rendre justice. Eh bien, après 2h30 de délibéré, la requête en révision a été rejetée. Pour la Cour, les éléments apportés n'étaient pas de nature à démontrer l'innocence des 2 hommes. Dans la région de Tours, la situation s'améliore tout doucement. 5 jours après la pollution de la Loire, dont on a beaucoup parlé, la distribution d'eau a repris progressivement et le secrétariat d'État chargé de l'environnement estime que la situation devrait être normale dès demain matin. Sur place, on va maintenant évaluer le coût économique du sinistre et l'impact écologique de la pollution. Tout a commencé dans la Brenne, vendredi dernier. Enquête de Patrice Velay. La Brenne n'est que pollution. Ses eaux transportent la mort. En une semaine, 10 tonnes de poissons sortis de son lit, une rivière en overdose de produits toxiques. Depuis longtemps, victime des industries chimiques de la vallée. On peut dire que depuis 1986, la situation était redevenue très très mauvaise. Et il y avait par exemple un indice biotique de 2, sachant que les meilleurs, l'eau pure c'est 10, indice biotique de 2 à la sortie des effluents de l'usine. Encore aujourd'hui, une odeur de mort flotte sur la rivière. Le cyanure, le toluène, le phénol sont partis au fil de l'eau. Restent les métaux lourds, fer, chrome, avec des risques à long terme. Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc le dépôt des métaux, entre autres, peut ressortir, surtout à l'automne, par exemple, avec de nouveau la remontée des eaux, pluviales en particulier. Donc on aura un relargage à ce moment-là, probablement. Depuis une semaine, les silences officiels pèsent sur la vallée. Pas de transparence à la préfecture. Les maires du secteur, les associations, les journalistes n'ont pas accès aux résultats complets des analyses. Y a-t-il eu pollution atmosphérique? Quel risque pour le lait ou les légumes? Pas de véritable réponse. Le sentiment qu'on a ici, c'est qu'on est tenu dans une grande ignorance de ce qui s'est passé. Si vous téléphonez à la préfecture pour avoir des résultats d'analyse, vous ne les avez pas, même si vous êtes une association. On ne sait toujours pas ce qu'on doit faire avec les légumes du jardin. On nous dit qu'on peut les manger, mais ils ont été recouverts par un nuage toxique et on n'ose pas. Si vous aviez une exigence à formuler, ce serait laquelle? Que le silence des pouvoirs publics soit levé, qu'on ne prenne pas les gens pour des imbéciles, qu'on leur dise réellement ce qui s'est passé. Des travaux de mise en conformité auraient coûté à Protex environ 1 million de francs. Faute de prévention, la facture sera incomparablement plus lourde. Conformément à la tradition, au lendemain de l'élection présidentielle, le gouvernement a adopté ce matin un projet de loi d'amnistie. Le projet qui passera devant le Parlement en juillet est un peu moins large, je vous le dis tout de suite, qu'en 1981. Le gouvernement précise qu'il est synonyme d'indulgence sans laxisme. Rémi Roche. Seules les contraventions infligées avant le 22 mai dernier sont concernées par le projet d'amnistie. En tout, ce sont quand même plusieurs millions de papillons qui devraient ainsi s'envoler. Ne sont toutefois pas amnistiables le délit de fuite ou encore la conduite en état d'ivresse. Amnistier également les délits ayant entraîné une peine de prison inférieure ou égale à 4 mois ferme ou 12 mois avec sursis. Mais le projet exclut les condamnations pour terrorisme, trafic de drogue ou d'armes, proxénétisme ou mauvais traitement à enfants.
Également exclue du champ de l'amnistie la fraude fiscale ou électorale, ainsi que certaines infractions ayant provoqué des pollutions. Environ 4400 prisonniers devraient ainsi être libérés au cours de l'été. Antoine Vitesse, dans la maison de Molière, le directeur du Théâtre National de Chaillot vient d'être nommé administrateur général de la Comédie Française, en remplacement de Jean Le Poulain, décédé en mars dernier. Ancien secrétaire d'Aragon, ancien membre du PC, dont il a démissionné d'ailleurs lors de l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan, Antoine Vitesse quitte Chaillot pour le plus vénérable des théâtres de France, Georges Bégou. En 68, Vitesse méprisait Claudel. 20 ans plus tard, il fait la paix avec les anges et met passionnément en scène Le Soulier de satin, pour lequel il obtient un Molière qui lui est remis, coïncidence, devant toute la troupe du théâtre français. Le rideau se lève. Mon vieux Philippe Auguste! Il est vrai, vous n'avez pas pu empêcher que nous fassions une certaine alliance ensemble et que nous continuions, malgré vous, sourdement à correspondre. Si les mises en scène de Vitesse ont parfois été contestées, on ne peut nier qu'il soit un des hommes de théâtre d'aujourd'hui les plus éminents. Sa première déclaration d'administrateur n'a rien de provoquant. Je ne m'imaginais pas que je deviendrais jamais administrateur de la Comédie Française. Et donc, il y a pour moi une très grande surprise. Je ne vous ferai pas croire que je ne le sais que d'aujourd'hui, mais je ne le sais que depuis quelques jours, quelques très petits jours. Et voilà, j'ai accepté cette offre qui m'a été faite. Il me semble que peut-être c'est un moment de mon destin. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire à la Comédie Française, que ce théâtre est un théâtre magnifique, qu'il y a une compagnie, que la compagnie est bonne, que le fait qu'il y ait une compagnie est une bonne chose et que le répertoire, eh bien, il n'y a qu'à puiser dans toute la mémoire du monde. Voilà, c'est Jérôme Savary, le directeur du Centre européen de théâtre à Lyon, qui remplacera Antoine Vitesse à la tête du Théâtre national de Chaillot. Dans quelques instants, je vous le rappelle, je vous le disais en début de journal, match Air-URSS comptant pour l'Eurofoot 88 avec sans doute une place qualificative pour les demi-finales de l'Eurofoot. Avant cela, je vous donne deux dernières informations sportives. Sur la route du Midi Libre, c'est le Belge Criquelion qui remporte aujourd'hui la 3e étape devant Laurent Fignon. Il n'a pas eu de chance, Fignon, il a crevé à 800 mètres de l'arrivée. Il est maintenant 2e au classement général, derrière précisément le Belge Criquelion, l'ancien champion du monde sur route. Enfin en voile, avec la Transat anglaise, c'est pratiquement l'épilogue. Philippe Poupon est attendu dans les heures qui viennent à Newport, à moins d'une avarie grave. Poupon devrait l'emporter devant Olivier Moussy au dernier pointage. Il avait 200 000 d'avance sur Moussy. A priori, c'est fait. Il y aura peut-être des images dans le dernier journal qui sera présenté par Aubry Edler aux alentours de 23 h. Excellente soirée sur Antenne 2. Je vous retrouve demain, 20 h. Bonsoir.